Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année, comme Stéphanie vient de le faire. Remercier aussi Zoétis pour leur confiance et m'avoir gentiment invité à cette question-réponse. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion d'aller voir l'intervention qui avait été faite sur BateauMed Online sur sur le sujet de l'élevage de précision. Mais ce que j'avais voulu à travers cette vidéo, c'était plutôt, on va dire, dresser un panorama un peu des outils connectés que vous rencontrez bien évidemment au quotidien, qui sont d'ailleurs pour certains représentés ici sur l'image qu'on a, avec des colliers. Alors ils sont bleus, ils sont rouges, ils sont jaunes en fonction des zones où vous exercez et des élevages dans lesquels vous vous rendez, ou des podomètres, des activimètres, etc. Et donc l'idée de mon intervention, ça va été oui de dresser un panorama des outils disponibles et puis d'essayer peut-être de dresser, on va dire, quelques possibilités d'utilisation de ces outils dans la routine des visites, que ce soit en amont, pendant la visite ou après la visite. Donc oui, je serais heureux de répondre à vos questions. Je ne sais pas si Stéphanie, tu en as une première à me Alors, on soumettre. va commencer avec une première question, oui, qui a l'intérêt de peut-être un peu planter le décor, Hum notamment en matière de ruminants. Qu'est-ce qu'on appelle exactement l'élevage de précision? Oui. Alors en fait, l'élevage de précision, je pense que pour répondre à ça, je peux vous prendre, je pense, cette diapositive-ci. En fait, l'élevage de précision, si on prend la définition, on va dire un peu, on va dire scientifique, en tout cas qui siège dans les livres. En fait, ça consiste en une utilisation coordonnée d'outils. Alors on dit souvent d'outils innovants, mais ça peut être des automates de distribution de concentré qui sont anciens, différents capteurs, et également des technologies de l'information et de la communication, afin de permettre à l'éleveur de piloter son troupeau, et puis j'allais dire par extension d'améliorer la santé et le bien-être de ses animaux. Hein. Donc ça peut être, à titre d'exemple, adapter l'alimentation, détecter précocement des maladies, etc. Et donc du coup, un schéma qui est souvent utilisé, qui est à l'origine notamment produit par Clément Alain de l'Institut d'élevage, qui travaille beaucoup sur ces problématiques d'élevage de précision. C'est le cadre conceptuel, c'est celui-là. On imagine une vache. Là, chaque point vert que vous voyez sur la vache sont des capteurs potentiels. Hein, donc, par exemple, ce qu'il y aurait ici à la base de la corne, ça pourrait être des boucles auriculaires qui peuvent enregistrer l'activité, la rumination, localiser les animaux, par exemple. Il peut y avoir des dispositifs en forme de collier qui sont souvent associés à des microphones qui enregistrent notamment les bruits de mastication, qui en retranscrivent une rumination. Ça peut être à l'intérieur de la vache des bolus qui mesurent la température, des podomètres, des activimètres, des dispositifs intravaginaux qui mesurent la température, ou posés sur la queue qui détectent les mouvements. Bref, autant de possibilités quasiment qu'il existe de centimètres carrés sur la vache. Ça produit en continu des mesures, ça peut être la mesure de la température, de l'activité, tout ça c'est bien évidemment capturé, transféré ensuite à une base, alors qui est localisée dans l'élevage ou ailleurs dans le cloud, mais ou en tout cas en permanence. Et je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant et qui va un peu derrière le côté précision, c'est-à-dire le côté très individualisé aussi. Un élevage, aujourd'hui on parle d'élevage de précision ou même élevage sur mesure, mesure au pluriel, puisque du coup le principe de beaucoup de ces outils de monitoring, c'est de confronter en permanence les données observées ou en tout cas mesurées par l'outil avec des données prédites. Et donc ça déjà, c'est un des intérêts vraiment de cet élevage de précision, c'est que souvent pour ces outils-là, en tout cas, les alertes vont être générées par rapport à un écart à la moyenne ou en tout cas à l'attendu, non pas d'un seuil fixe qui sera le même pour tout le monde, mais bien une déviation par rapport au comportement attendu de la mesure chez cet animal-là. Donc chaque animal est son propre témoin. Et puis ensuite, à partir du moment où il y aurait un écart entre les données observées et les données prédites, alors là, il peut y avoir des choix faits sur l'ampleur de l'alerte. Est-ce qu'on veut plutôt de la précocité? Est-ce qu'on veut plutôt une amplitude, une grande intensité? Il va y avoir une information qui va être délivrée, alors le plus souvent à l'éleveur. Cette information, ça peut être soit juste un indicateur, ou au contraire une alerte, par exemple chaleur, ou alors vélage dystocique, par exemple, ou en tout cas vélage à venir. Et puis normalement, logiquement, il devrait y avoir, suite à cette information, une prise de décision de l'éleveur avec soit une action directement, j'allais dire, sur l'animal, par exemple le bloquer, appeler l'inséminateur et déclencher une insémination. Ça peut être parfois une prise de décision qui peut être médiée par un automate, donc par exemple d'alimentation ou de traite, en sachant que parfois l'étage éleveur, j'allais dire, pourrait être chanté. Hein. Dans certains systèmes, notamment je pense à certains robots de traite, on a même des algorithmes, j'allais dire, qui prennent la décision de piloter l'alimentation des bovins, par exemple, sans forcément passer par l'éleveur. Donc le cadre conceptuel de l'élevage de précision, c'est celui-là. Très bien, merci. On va passer à une deuxième Mhm. question qui
C'est un peu plus historique a priori. Quels ont Oui. été les premiers outils de monitoring en élevage bovin? Alors, pour répondre à ça, j'ai la diapositive suivante. Alors, en fait, une bonne façon de voir l'historique, c'est de voir déjà aujourd'hui, finalement, en quoi sont équipés les animaux. Donc là, je vous invite à regarder le graphique qu'il y a en bas à droite de la diapositive. Donc, vous voyez que quand on essaye de questionner les éleveurs, alors là, c'est les éleveurs laitiers principalement, une enquête qui avait été faite dans l'ouest de la France il y a quelques années, mais les chiffres restent transposables dans d'autres zones. Vous voyez qu'au premier rang, on a le distributeur automatique de concentré. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'historique. Et puis ensuite, en termes, j'allais dire, à la fois de fréquence de déploiement dans les élevages, mais aussi d'historique, on est plutôt sur tout ce qui est outils de pilotage de la reproduction, avec à la fois le monitoring des vélages et des chaleurs. Et j'allais dire ensuite, je pense que le robot de traite, effectivement, était arrivé. Enfin, il y avait eu un premier engouement fin des années 90, début des années 2000. Et puis après, peut-être un léger creux. Et aujourd'hui, c'est à peu près une installation sur deux qui se fait avec des robots de traite. Donc j'allais dire que ça revient, entre guillemets, plus qu'à la mode. Mais voilà, historiquement, les premiers outils étaient sur le pilotage de l'alimentation, principalement avec les DAC. Et puis ce qui était monitoring de la reproduction avec chaleur et vélage. Ce qui explique d'ailleurs par la suite que les fabricants d'outils, qui étaient un peu tous sur le même marché, alors ils pouvaient se différencier un peu par les méthodes qui étaient utilisées, je pense notamment aux détecteurs de chaleur, mais aujourd'hui, beaucoup des outils finalement mesurent peu ou prou les mêmes choses, activité, rumination notamment, et donc ça a été des choix faits par certains fabricants également, finalement de proposer une interprétation un peu différente ou au-delà, j'allais dire, de la reproduction, de façon aussi potentiellement à se différencier les uns les autres. Et donc effectivement, on attend à la fois une légère baisse de rumination et un fort pic d'activité pour être évocateur de chaleur, mais du coup on comprend bien qu'une baisse concomitante à la fois de rumination et d'activité, c'est assez évocateur de maladie, et donc on a été ensuite vers des capteurs, ou en tout cas une utilisation de l'information plus axée sur pas axée uniquement sur la repro, mais aussi sur la santé. Donc on peut dire qu'on a évolué de la production pure et de l'alimentation à la reproduction et pour arriver à la santé en gros. Globalement oui, et puis je pense qu'aujourd'hui la dernière marche, c'est plutôt d'essayer de combiner les différentes données pour aller sur une mesure qui est même plus holistique que la repro ou la santé, qui est même le bien-être, notamment en permettant de pouvoir reconstituer par exemple ce qu'on appelle le budget temps de lavage, donc par exemple le temps qu'elle alloue tous les jours à se reposer, à se déplacer, à s'alimenter, etc. Bon, on peut mesurer la présence de comportements. Il y a des questions relatives au bien-être, donc je pense qu'on va réaborder ça de façon pas de problème. Plus complète. Alors une question pour les vétérinaires praticiens. Comment pensez-vous que le vétérinaire praticien doit se comporter face aux outils dans lesquels son éleveur a investi? Là, je dirais que, à partir du moment où l'éleveur est déjà équipé, je pense qu'entre guillemets, il faut faire avec et utiliser les potentialités de l'outil. Donc, je ne sais pas la personne qui a posé la question s'il pense à un outil en particulier. C'est peut-être des outils. Non, a priori, il y a un complément de la question qui dit faut-il qu'il apprenne à les utiliser ou à en tirer des infos pour ces cas cliniques? Et dans ce cas-là, où apprendre, comment apprendre? Il est vrai qu'on sent les praticiens parfois un petit peu décontenancés devant la technologie dont certains éleveurs peuvent être équipés et pas forcément très à l'aise pour en tirer toutes les infos qui seraient utiles. Ouais. Alors là, je pense qu'en fait, il y a sans doute deux situations à différencier. Une qui serait plutôt de l'apprentissage des vétérinaires sur les interfaces logicielles. Je pense notamment aux logiciels des robots de traite, par exemple, le T4C ou le Delpro, ou alors les logiciels de gestion d'élevage, que ce soit MilkClick, que ce soit MilkUp, etc. Où là, c'est effectivement, j'allais dire plutôt une utilisation dans le cadre de suivi monitoring de la reproduction, de la production laitière, etc. Et là, je pense qu'il faut absolument pas hésiter à se former. Alors, soit en demandant, et notamment les fournisseurs de robots de traite offrent des formations
pour ouvrir ça. Je sais que notamment aussi pour les robots traites, il y a des formations qui sont offertes par la SNGTV. Et puis ensuite, pour ce qui est des logiciels éleveurs, faut pas hésiter à demander aux éleveurs finalement de s'asseoir avec eux et qu'ils nous montrent, en sachant qu'ensuite c'est assez facile avec des outils informatiques très simples, à type TeamViewer par exemple, de pouvoir consulter à distance les logiciels de ces éleveurs. Voilà, donc je pense qu'il faut pas hésiter à en discuter avec les éleveurs. Et alors ensuite, l'autre chose, c'est plutôt dans le cadre d'un examen clinique où on est appelé. Et je pense qu'à partir du moment où on voit que l'animal qu'on va examiner est équipé, par exemple, d'un collier qui enregistre activité et rumination, là, je peux vous donner une sortie d'écran pour vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Si je retrouve ça, voilà, par exemple, hop, typiquement, en fait, aujourd'hui, on a des outils qui vont pouvoir nous donner des sorties comme ça. Donc là, vous voyez, et donc ça, c'est disponible directement sur le smartphone de l'éleveur. L'éleveur, il ouvre son application pendant que vous y êtes. Vous êtes en train d'examiner la vache, la 4470. Et en fait, c'est tout à fait possible pour cette vache-là. Donc là, c'est une vache qui est équipée d'un dispositif SCR, Allflex. Donc là, c'est un collier qui enregistre activité et rumination. Donc vous voyez la courbe d'activité en orange, la courbe de rumination en violet. Et donc, j'allais dire, là, c'est carrément utiliser l'outil, soit pour compléter votre examen clinique, parce qu'en fait, il y a pas mal de ces outils qui donnent accès à des informations nouvelles qu'on n'avait pas avant. Par exemple, la rumination, nous, cliniquement, on évalue la fréquence ruminale en auscultant, mais j'allais dire, la mesure fine de la rumination, on l'a pas. L'activité, c'est pareil, c'était plutôt un peu grossier comme mesure. Donc, ça permet soit une anamnèse plus fine, soit un examen clinique, j'allais dire, entre guillemets, un peu augmenté, dans la mesure où ça nous permet d'additionner des données à l'examen clinique. Et donc pour se former, voilà, je pense pour les logiciels un peu robots ou métiers, on en a déjà parlé. Je pense que pour les autres outils, c'est plutôt se tenir au courant en fait un peu de ce qui existe, en sachant que malheureusement un des soucis qu'on a avec ces outils, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre pour l'évaluation de leur performance, etc. Donc je pense qu'à ce stade-là, pour les vétos, c'est sûr. Ça fait écho à une question qui vient d'être posée justement, qui demande si, que je la retrouve, faudrait-il, puisqu'il n'y a pas de cadre, envisager une autorisation de mise sur le marché pour ce type de produit? Alors, à défaut d'avoir une autorisation de mise sur le marché, en tout cas, il y a, je ne sais pas si, donc vous savez que le CNEV a mis en place un comité d'éthique il y a 2 ans maintenant, Animal Environnement Santé. Et en fait, ce comité d'éthique a émis 2 avis l'année dernière. Un premier sur les euthanasies, on va dire, médicales non justifiées, quoi, on pourrait dire ça. Et puis une autre justement sur un avis sur les objets connectés. Et donc on avait été avec d'autres collègues présenter un rapport, notamment pour les aider à élaborer ces recommandations. Et une des recommandations justement est à défaut d'AMM, d'essayer plutôt de définir un cadre harmonisé permettant de définir un cadre un peu expérimental pour définir l'efficacité ou mesurer l'efficacité de ces outils. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose aussi, d'appeler à de la matériovigilance, un peu comme de la pharmacovigilance finalement pour ces outils. Je pense que certains des vétérinaires qui sont devant leur écran là ont sans doute connu les premières générations des outils, là, des fameuses araignées en plastique qu'on mettait, notamment des dispositifs intravaginaux. Et au tout départ, en fait, les dispositifs étaient de même taille, que ce soit pour les génisses ou pour les vaches, et assez rapidement, en tout cas sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était assez traumatisant pour les animaux de petit gabarit, les génisses notamment, et ça aboutit assez rapidement à une adaptation des outils. Donc je pense que ces choses-là sont importantes à la fois en termes d'efficacité, mais aussi d'innocuité. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à l'AMM, mais en tout cas, on va dire que les dispositifs là dont on parle, si jamais ils étaient utilisés chez l'homme, ça correspondra à ce qu'on appelle des dispositifs médicaux. Et ces dispositifs médicaux, ils doivent effectivement passer à travers une norme et un dossier qui décrit à la fois efficacité et innocuité, un peu comme ce qu'on attend sur une AMM finalement. Oui. D'accord. Merci. Alors on va passer à une question un peu plus générale. Pour essayer de rebalayer l'ensemble des choses qu'on peut mesurer ou évaluer sur un bovin grâce aux outils de monitoring. Donc un peu un panorama, on va dire. Ouais, que peut-on aujourd'hui mesurer, évaluer sur un bovin grâce aux outils de monitoring? Ok. Alors du coup, juste avant de répondre à ça, peut-être juste rebalayer de façon très générale, j'allais dire pourquoi on équipe les animaux, et ça permet de savoir après comment on les équipe.
On peut les équiper, on va dire, pour 4 grandes indications. La première, c'est la surveillance. Donc ça, c'est principalement pour les animaux d'élevage, ce que je vous ai mis en bas à droite de la diapositive, des caméras. Mais parfois, et ça notamment en animaux de compagnie, ça peut être tout simplement de la distraction. Donc surveiller ou distraire. La deuxième, c'est la localisation fine des animaux, notamment avec des systèmes GPS. Alors on comprend bien évidemment, quand on perd son animal de compagnie, qu'on va y le retrouver, ou alors pour essayer de sécuriser l'identification des mouvements d'animaux d'espèces en voie de disparition, par exemple. Mais bien évidemment aussi pour des animaux d'élevage, alors que ce soit dans des systèmes par exemple très extensifs ou en montagne, ou pastoraux, dans lesquels la localisation des animaux n'est pas toujours très simple. Ça ouvre la voie aussi à des clôtures virtuelles, par exemple. En élevage, et puis aussi dans les très très grands troupeaux, à la localisation d'un animal très précisément, par exemple quand on a une alerte chaleur, quand on commence à être dans des élevages de plusieurs centaines d'animaux, localiser précisément l'animal, ça sauve du temps à tout le monde. La troisième indication dont on avait parlé un peu tout à l'heure avec les DAC, c'est d'évaluer ou piloter l'alimentation. Et puis la dernière, c'est la mesure des paramètres biologiques ou comportementaux. Donc c'est l'activité, la rumination, la température, etc. Donc du coup, si on essaye de synthétiser chez les bovins, j'ai une figure qui vous permet de montrer à peu près globalement tout ce qu'on peut avoir. Donc si on essaye de reprendre en bas les 4 codes couleurs pour ce qui serait l'alimentation, la santé, la reproduction ou le pilotage général, eh bien on peut avoir des dispositifs, alors certains qui vont être à l'extérieur de l'animal, faut pas oublier, que ce soit le robot de traite, que ce soit des caméras qui aujourd'hui notamment permettent de reconstituer la note d'état corporel des animaux, des dispositifs qui permettent de peser très précisément les quantités d'aliments. Ça peut être des mesures aussi à l'échelle du bâtiment, notamment des mesures d'ammoniac. En port, par exemple, on a des outils qui détectent la fréquence de l'atout à travers l'analyse de son. Et puis ensuite, on a des dispositifs qui sont plutôt, eux, j'allais dire, soit sur la vache, soit carrément dans la vache. Dans la vache, on peut citer notamment les thermobolus qui permettent d'enregistrer la température ruminale, ou alors les dispositifs intravaginaux qui, là encore, permettent de mesurer la température. Alors, thermobolus ruminal, on serait plutôt sur un objectif trouble de santé. Les dispositifs qu'on dépose dans le vagin de l'animal, c'est plutôt pour la détection, bien évidemment, des mises bas. Il peut y avoir des dispositifs qui se posent sur la queue, de façon à détecter les mouvements expulsifs aussi lors du vélage. Et puis sinon, c'est principalement des outils de type activimètre, alors que ceux-ci soient des activimètres purs, qui vont être notamment un peu comme les montres connectées que nous on peut porter au pied du bovin, de façon à mesurer à la fois le nombre de pas puis sa position aussi. Et là, c'est notamment une indication détection des chaleurs. Et puis sinon, des outils qui associent généralement la mesure de l'activité et de la rumination, alors soit directement par l'enregistrement microphone permis par des dispositifs sur les colliers, ou alors ça peut être aussi une estimation de la rumination ou de l'ingestion, notamment par les mouvements de la tête du bovin. Ça, c'est ce qui est permis notamment par certains dispositifs de boucle auriculaire. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'Institut de l'élevage, sur le site IDEL. Ils ont mis en place très récemment un fichier consultable en ligne qui vous permet de filtrer et de sortir l'ensemble des outils disponibles, alors à la fois pour une espèce donnée et pour un paramètre donné. Par exemple, si vous voulez savoir chez les bovins laitiers quels sont tous les outils qui permettent de détecter la rumination, vous sélectionnez les 2 filtres, vous tapez OK, ça vous donne l'état un peu de ce qui est disponible actuellement. D'accord. Alors, si on parle de tous ces outils, justement, une question a trait à leur performance. Comment s'assurer de la performance des outils de monitoring? Parce qu'effectivement, on voit qu'entre les colliers, les boucles auriculaires, les podomètres, les bolus, beaucoup d'infos, mais comment être sûr de leur pertinence et de leur fiabilité? Alors, du coup, là, je pense que j'ai quelques diapos pour y répondre. Alors, ici déjà, alors en fait, souvent, on nous parle de performance et en fait, derrière performance, il peut y avoir différents indicateurs. Alors, la première déjà, et qui n'est pas forcément la plus simple à résoudre, c'est celle de la fidélité. C'est-à-dire de se dire, l'outil, il est censé mesurer, je dis n'importe quoi, la température, la rumination, l'activité. Est-ce qu'il mesure bien déjà ce qu'il est censé mesurer? Parce qu'on imagine bien qu'un collier, ça va pas enregistrer la rumination. En fait, le collier, il y a un microphone, il enregistre des bruits qu'il transforme en rumination. Pour la température, là, c'est le graphique que je vous ai mis, c'est un peu plus simple. C'est une étude qui visait notamment à évaluer la concordance entre la température rectale, qui est généralement ce que nous on mesure, et la température ruminale. On voit qu'il y a une bonne corrélation. Voilà, elle n'est pas parfaite, mais le delta à appliquer est toujours le même. Donc déjà, c'est connaître la technologie de mesure. Est-ce que ce que l'outil annonce mesurer,
c'est bien ce qu'il mesure. Donc ça, c'est la première chose. Pour la température, c'est facile d'avoir entre guillemets la méthode de référence. Si c'est l'activité du bovin ou la rumination fine, c'est de l'observation continue d'animaux pendant des heures et des heures, donc c'est pas toujours très simple. La deuxième chose ensuite, alors je sais pas s'il y a des anciens Nantais qui sont à l'autre bout de l'ordinateur, mais je pense que ce tableau-là, avec moi, ils l'ont connu très souvent. Ils doivent se dire que je radote comme les vieux, mais c'est pas grave. Enseigner, c'est répéter. Et du coup, on est bien pour étudier les performances, que ce soit la sensibilité ou la spécificité. On a besoin d'un tableau comme ça. Et donc là, si on se met par exemple dans le cadre d'un outil de monitoring, j'ai n'importe quoi, de détection, admettons qu'on soit sur un outil qui détecte les vélages, par exemple, eh bien l'outil génère une alerte ou n'en génère pas, et il y a une méthode de référence. Alors si c'est vélage, pas vélage, on pourrait se dire que le gold standard, entre guillemets, ce qu'on appelle la méthode de référence, c'est assez aisé. On va observer l'animal, et il y a un vélage en cours ou pas, quoi. Alors après, ce qu'il y a, c'est que certains outils vont plutôt, en tout cas les éleveurs s'équipent plutôt en prévision, justement pour prévoir un peu les vélages, etc. Et donc là, on se rend compte que du coup, la méthode de référence, elle est déjà plus compliquée parce que c'est plutôt la vache se prépare à véler. Pour les chaleurs, on pourrait prendre en méthode de référence soit l'observation éleveur, mais on sait qu'un manque de sensibilité, ou alors bien évidemment on peut faire des dosages qui quelque part donnent raison. Par contre, pour ce qui est des troubles de santé, c'est plus compliqué. Nous, notre expérience, par exemple, avec certains colliers qui mesurent activité et rumination, quand on va examiner des vaches en alerte, avec notamment baisse d'activité et de rumination, ça nous arrive à l'issue de notre examen clinique d'avoir aucune anomalie, autre que celle finalement détectée par l'outil et que nous, on n'était pas en mesure de mesurer finement, qui était l'activité et la rumination. Donc au final, pour avoir des vraies valeurs de sensibilité et spécificité, dès qu'on est sur quelque chose de binaire et qu'on peut quand même mesurer comme vélage et chaleur, c'est facile. Pour les troubles de santé, c'est plus compliqué. Et puis la dernière chose, c'est qu'est-ce qui permet de détecter, de générer une alerte positive ou négative, je vous le disais tout à l'heure. Déjà, il faut nettoyer tous les bruits parasites. Ça, aujourd'hui, la plupart des dispositifs le font. Je pense par exemple au thermobolus, qu'on a besoin de nettoyer notamment des brusques baisses de température lorsque l'animal boit. C'est pas que l'animal il est mort, c'est que l'animal il est en train de boire. Et puis savoir si les outils sont plutôt basés sur un seuil fixe ou au contraire un seuil basé sur l'animal. Aujourd'hui, la plupart le sont sur l'animal. Donc je dirais aujourd'hui, les problématiques, elles sont principalement sur la méthode de référence, en sachant qu'en plus, il y a souvent une évolution inverse entre sensibilité et spécificité. Ça, c'est la dernière chose peut-être que je voulais voir avec vous là-dessus. Quand nous, on a commencé à travailler, alors c'est des outils qui depuis ont évolué. Donc c'est juste pour vous montrer une idée du fait que sensibilité et spécificité, ils évoluent souvent de manière inverse. En fait, on évaluait un collier qui enregistrait rumination et activité. Et en fait, on va s'intéresser d'abord à la toute première colonne. Donc, c'est des données issues de 2 fermes expérimentales qu'on a suivies pendant plusieurs années. Et donc, en fait, on s'est dit, on va essayer, avec les données brutes produites par les capteurs, de faire un algorithme de détection des maladies, qui par ailleurs était détecté par le staff, qui ne génère pas trop de fausses alertes. Donc, parce que sinon, s'il y a trop de fausses alertes, les gens ils ont tendance à perdre confiance dans l'outil. Donc, on a calé un niveau ici en vert là à 2. On voulait que l'outil ne génère pas plus de 2 fausses alertes pour 100 vaches. Et en fait, quand on calait la spécificité plutôt bonne à ce niveau-là, vous voyez qu'en fait, on a détecté 20% seulement des maladies. Et quand on arrivait à être, on va dire, plus sensible, donc à détecter par exemple quasiment 80% des vaches malades, et bien en fait on générait environ pas loin de 20 fausses alertes par jour pour 100 vaches. Donc voilà, à partir du moment déjà où on arriverait à faire un design expérimental qui permette d'avoir des valeurs de sensibilité et spécificité, il faut savoir qu'on peut tourner les boutons entre guillemets pour être plus ou moins sensible et spécifique, mais l'un souvent va au détriment de l'autre. Et puis la dernière chose peut-être, c'est ça, en termes de performance, on peut parler aussi de précocité. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui est globalement bien permis par ces outils-là. Donc ça, c'est les résultats de la même enquête que je vais vous montrer juste avant, où c'est le délai entre la détection par l'outil ou par l'éleveur, là en l'occurrence des mammites. Donc si on se met sur la barre ici à 0, là on avait 27 cas de mammites, donc sur 41 en tout cas, qui étaient détectés le même jour que l'éleveur, mais en fait, plus de la moitié des cas étaient détectés un jour, voire 2 jours avant l'éleveur. Donc effectivement, ces outils-là, ils ont un intérêt en performance. On peut se dire finalement qu'il est peut-être parfois pas très sensible, mais par contre, quand il détecte, c'est peut-être plus précoce. Donc voilà, derrière performance, il y a de l'efficacité, il y a de l'innocuité aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est pas si simple que ça d'avoir une vue de leur performance. Aujourd'hui, les sensibilités et spécificités dont on dispose pour beaucoup d'outils, c'est les outils pour la détection des chaleurs, où là généralement c'est plutôt bien renseigné. Et globalement, c'est des outils, en tout cas pour ceux qui sont sur le marché, qui sont plutôt très performants pour la détection des chaleurs.
Et est-ce qu'on peut évaluer quels sont les critères de motivation des éleveurs à s'équiper? Est-ce qu'on est dans un besoin de rentabilité absolue de l'outil ou est-ce qu'on est plus dans une demande de confort, de sérénité, d'allègement de la charge mentale? Alors là, je pense que il y a 2 diapositives qui peuvent peut-être nous aider. La première, c'est la question du retour sur investissement. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et en fait, effectivement, on pourrait se dire si c'est très rentable économiquement, c'est peut-être un des leviers qui fait que les gens s'équipent. Et en fait, le problème, c'est que il y a pas beaucoup d'études sur le retour sur investissement de ces outils-là. Je pense notamment aux détections des chaleurs, hein, puisque c'est un de ceux qui est le plus déployé en élevage. Et donc, en fait, il y a des travaux qui avaient été faits par une collègue de l'école, Nathalie Bareil, avec Catherine Dizonos, une enseignante chercheuse de l'Agrocampus. Et donc, ils avaient travaillé dans le cadre d'un mémoire d'étudiants justement sur de la modélisation pour essayer d'évaluer justement le retour sur investissement, de s'équiper en outils de détection de chaleur. Et donc là, les hypothèses qu'ils avaient faites, c'était qu'ils s'étaient placés à la fois dans un troupeau de 120 vaches, avec vélage étalé. Je vais vous expliquer vélage étalé pourquoi après, mais déjà 120 vaches, vous voyez que bon, c'est pas encore le troupeau moyen français, hein. Mais néanmoins, c'est la situation qu'on avait pris. Vélage étalé pour la raison suivante, c'est pour éviter d'avoir un taux d'équipement de 100%. Je m'explique, en fait, si on est en vélage groupé et qu'on est sur un outil de détection des chaleurs, il va falloir acheter des colliers quasiment pour toutes les vaches. Alors que si on est en vélage étalé, on peut se permettre de n'acheter que, on va dire, un nombre de colliers correspondant par exemple à 1/3 du nombre des animaux, en se disant, comme c'est étalé, dès qu'une vache est en chaleur, inséminée, confirmée gestante, j'enlève le collier et je le place sur une autre vache. Donc on s'est placé dans ce cadre-là. Et la troisième hypothèse qu'on a faite, c'est que l'éleveur, avant équipement, ne détectait que 40% de ses chaleurs, donc on se mettait dans une situation avec une mauvaise sensibilité de détection des chaleurs, et qu'on passait à 80% après équipement. Et donc vous voyez qu'avec ces 3 hypothèses-là, 120 vaches, vélage étalé et augmentation de 40% de la sensibilité, on avait effectivement un bénéfice. Quand on mettait le coût d'équipement en face, on arrivait sur un gain à peu près de 1 800 € par an, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre, quand on passait non pas à 120 vaches, mais à 60 vaches, et on avait fait aussi à 70 vaches, aujourd'hui c'est la taille moyenne, en fait, il n'y avait pas de gain économique. Et quand on demande aux éleveurs finalement, alors pas forcément pourquoi ils sont équipés, mais une fois qu'ils sont équipés, quel est pour eux l'impact positif, en fait, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ressortent avec des pourcentages similaires, mais ce qui ressort le plus, c'est ce que les éleveurs appellent la sérénité au moment de l'insémination. La plupart d'ailleurs ne l'utilisaient pas en substitution, mais en complément, hein, c'est ce que vous avez en bas dans la figure. Une 50aine d'éleveurs qui avaient été interviewés, et sur les 50, il y en avait globalement 40 qui l'utilisaient, alors soit de temps en temps à la place d'eux, mais souvent en plus de l'observation visuelle, hein, donc il y en a très très peu qui déléguaient tout à l'outil. Et l'impact positif pour eux, c'était vraiment ça, la baisse de stress et de la charge mentale. Déjà en se disant, si jamais un jour j'ai eu du mal à observer les animaux, j'ai ça en sécurité. Et puis surtout, quand j'appelle l'inséminateur, je suis plus sûr que c'est pour quelque chose. Donc c'est principalement du confort de travail. D'accord. Et la plupart des éleveurs, d'ailleurs, quand on leur demande, ils sont quasiment tous conscients que économiquement, c'est pas forcément rentable, mais ils nous disent tous qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Oui, oui. L'équipement est pérenne, mais on n'est pas vers une délégation totale qui ferait que le système remplace l'éleveur. Non. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la repro, non. Tout à l'heure, on a parlé un peu bien-être, donc j'avais une question qu'il faut que je retrouve dans la file des questions. Peut-on imaginer un système d'évaluation du bien-être grâce à des outils de ce type? Oui, en fait. Alors d'ailleurs, c'est déjà, plus ou moins le cas. En tout cas, il y a certains fabricants qui, dans la façon dont les données sont restituées ou restituables, utilisent des types de graphiques ou des données ou des mots-clés qui ont plutôt référence au bien-être. On parlait tout à l'heure du budget temps. Donc ça, je vais peut-être pouvoir vous retrouver une diapositive. Oui, là, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un outil, un collier qui s'appelle le CoView, qui est mis à différents endroits de l'élevage et qui vous permet, à l'issue de la journée, de reconstituer un camembert comme on est là, sur l'animal marche, est inactif, mange, une phase de repos. Donc c'est pas vraiment son bien-être, mais en tout cas c'est une des composantes qui permet notamment de détecter des modifications. Alors il y a l'ANSES qui a mis au point une nouvelle définition, on va dire, en tout cas qui a proposé une définition du bien-être très récemment, et je pense que dans cette
définition, ce qui est un peu nouveau par rapport à d'habitude, c'est que c'est la perception que l'animal aussi a un peu de son environnement. Donc le côté individuel est très important, plutôt que de considérer que n'importe quelle vache dans une logette de telle dimension ou un bâtiment paillé de telle manière ressentirait tous de la même façon. Là, c'est vraiment de devoir considérer que c'est bien la façon dont chaque animal arrive à, j'allais dire, vivre dans son environnement. Donc, ces outils, du coup, ils permettent une mesure individuelle dès lors que tous les animaux sont équipés. Donc ça, c'est la première chose. Et par contre, dans les, j'allais dire, les anciennes, si ce n'est définitions, du moins critères pour évaluer le bien-être des animaux, il y a le fameux principe des 5 libertés, absence de faim et de soif, de douleur et de maladie, d'anxiété, etc., de peur, la possibilité pour l'animal d'exercer d'exprimer ses comportements normaux. Et donc finalement, si on a des outils qui permettent de détecter les maladies ou des situations de stress ou de souffrance ou de douleur, de mesurer finement l'activité des animaux, de savoir aussi également est-ce qu'ils sont en pâture, est-ce qu'ils sont à l'intérieur, est-ce qu'ils sont debout, est-ce qu'ils sont couchés, sur des périodes dans la journée qui nous semblent conformes à leur étogramme, j'allais dire c'est autant de données qui, si elles peuvent être agrégées ensemble, parce que la limite, la dernière est celle-là, peuvent éventuellement aboutir. Si la vache n'est équipée que d'un collier mesurant activité et rumination, c'est sûr qu'il y a certaines des 5 libertés qui vont peut-être nous échapper. Si on peut éventuellement combiner ça avec des observations par image ou d'autres outils sur l'animal, et si tant est que les outils puissent être interopérables entre eux, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas, on pourra aboutir a priori sans trop de soucis. Je ne sais pas si ça sera la mesure parfaite du bien-être animal, mais en tout cas une mesure bien plus fine en continu que ce qui serait permis aujourd'hui, c'est sûr. Alors, une question sur un peu plus philosophique, sur l'acceptabilité de ces dispositifs dans la population générale, enfin en gros le consommateur. Les gens peuvent avoir la perception que ça ne suffit plus vraiment d'élevage, mais de quelque chose de très artificiel, automatisé, du genre les vaches se gèrent toutes seules et l'éleveur va faire autre chose. Oui. Alors, oui, tout à fait. Dans le cadre de projets de recherche en ce moment qu'on est en train de mener, effectivement, on a des discussions avec des organisations de consommateurs ou même des ONG. Et effectivement, ils nous ont alertés, enfin, en tout cas, ils vont employer des termes sur robotisation des animaux. C'est-à-dire l'animal-machine, en fait, finalement, on revient à des termes anciens qui renvoient à autre chose, mais qui, en tout cas, dans leur tête, envoient à des choses plutôt négatives. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui il y a quand même plutôt une tendance d'ailleurs dans les outils connectés à plutôt s'extraire de l'outil posé sur l'animal pour plutôt aller sur par exemple des caméras et de l'analyse fine d'images avec de l'intelligence artificielle de façon déjà à être un peu plus sobre pour l'environnement parce qu'il y a aussi l'acceptabilité un peu j'allais dire environnementale de ces outils-là qui consomment pas mal de métaux rares pour les piles, les batteries qui peuvent être assez énergivores. Et donc, on va dire que ces derniers temps, il y a quand même un peu une mouvance pour aussi développer des outils qui soient à l'échelle du bâtiment, qui observent les animaux plutôt que posés sur les animaux. Et effectivement, en termes de robotisation de l'animal, je dirais que ça dépend si on voit le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je suis plutôt optimiste de nature. Donc, je me dis que vis-à-vis des animaux d'élevage, ces outils-là, en tout cas, quand on me demande, j'ai plutôt tendance à rapporter les opportunités pour moi qu'elles présentent plutôt que les inconvénients. Après, je les cache pas, mais je crois beaucoup aux opportunités qui sont notamment de mieux comprendre les animaux. Ça permet d'avoir accès à des mesures auxquelles on n'avait pas accès avant, en tout cas pas en continu. Ça permet de beaucoup mieux comprendre les comportements des animaux et du coup, éventuellement de savoir si on satisfait leurs besoins ou pas. Et puis, dans des troupeaux qui augmentent de taille, quelque part, j'allais dire, ça permet de redonner du sens à l'individu, parce que chaque animal, en tout cas beaucoup d'animaux sont équipés, et du coup d'identifier très rapidement dans chaque journée de travail qui est contrainte, quelle est la liste des animaux dans tout le collectif qui mérite une attention plus particulière. Donc ça, je trouve que c'est très positif. Après, à l'inverse, effectivement, ça c'est une crainte d'ailleurs dans le graphique que je vous ai montré avant, sur l'impact positif, quand on demandait aux éleveurs l'impact négatif des outils. Donc là, c'était pas la perception par le grand public, mais plutôt par l'éleveur. Certains éleveurs nous faisaient part de leur crainte de perdre leurs compétences animalières d'éleveurs. Dans l'observation des animaux, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils n'arrêtent pas d'observer leurs animaux. Ils s'en servent plutôt en supplément qu'en substitution. Mais effectivement, un risque de distanciation un peu qui pour l'instant n'a pas l'air d'être transformé. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est je pense une crainte des éleveurs qui fait qu'ils restent quand même au contact, en tout cas dans nos dispositifs français aujourd'hui, 75-80 vaches, quand ils sont équipés, ils restent quand même proches de leurs animaux.
Existe-t-il des données sur la robustesse des dispositifs du genre au bout de combien de temps faut-il les renouveler pour un dispositif de détection de chaleur ou de vélage par exemple? Donc là, je ne sais pas s'il y a des fabricants qui sont avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, de ce qui est fréquemment rapporté par les commerciaux sur le terrain pour ces types de colliers-là, c'est une durée de vie de l'ordre de, on va dire, entre 3 et 5 ans. Selon les outils, c'est principalement un problème de batterie en fait qui détermine la durabilité des outils, plus que la robustesse entre guillemets à l'intérieur. En sachant qu'après, pour changer la batterie, bon, faut quasiment tout ouvrir et pas, je dis pas tout péter, mais bon, c'est pas si simple que ça à changer. Donc globalement, ouais, en moyenne, faut retenir une durée de vie de l'ordre de 4 ans à peu près. Je parle des colliers qui enregistrent rumination et activité. Après, il y a d'autres produits qui peuvent avoir des durabilités un peu différentes. Par exemple, ici, là, je vais vous montrer une diapositive que j'ai obtenue de la société SmackTech, qui commercialise le bolus du même nom, qui mesure la température, mais aussi le pH ruminal. Donc ça mesure température, activité et pH ruminal. Et donc ça, par contre, en termes de robustesse, c'est différent selon la mesure qu'on veut faire, parce que du coup, l'outil mesure température et activité, j'allais dire, c'est la formule de base de série. Mais par contre, on peut prendre l'option mesure de pH. Par contre, pour des raisons technologiques, la mesure de pH, elle ne peut marcher que pour 3 mois. Donc autant température, activité, ça marchera pendant plusieurs années, quasiment tant que l'animal a le bolus dans son rumen. Par contre, le pH, ça marchera que 3 mois. D'accord. La question, au-delà de la robustesse et de la durée des piles, pour certains dispositifs, pour les colliers, ça se pose pas, mais pour les bolus ruminaux, ça se pose. Et c'est probablement ce qui freine aujourd'hui leur utilisation à très large échelle, autre que dans le cadre expérimental, faut bien le dire. C'est la récupération des dispositifs. Pas forcément pour le réattribuer après à un autre animal, c'est pas tellement ça, mais c'est plutôt la récupération à l'abattoir. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu une question qu'on se pose, c'est la facilité de récupérer. Il y a des dispositifs aussi très puissants qui permettent de mesurer les températures avec des puces sous-cutanées, mais là aussi, la migration éventuellement des outils et puis la récupération après à l'abattoir, c'est des choses qui, en animaux d'élevage par rapport à l'animal de compagnie, posent une difficulté supplémentaire. D'accord. Sur les perspectives, est-ce que les progrès éventuels qui ont pu avoir lieu ou qui ont lieu ou qui vont avoir lieu en médecine humaine et en médecine humaine connectée voient des ouvertures ou des applications en matière animale à court ou moyen terme? Alors là, je dirais que à mon avis, je pense que d'ailleurs ça pourrait servir dans les deux sens. Il peut y avoir des choses chez l'animal qui pourraient servir l'homme et inversement. Aujourd'hui, une grosse partie de la mouvance en médecine humaine, de e-santé, c'est beaucoup ce qui est le télémonitoring, pardon. Donc tout ce qui est monitoring à distance, notamment, alors soit pour permettre, par exemple, aux personnes âgées de vieillir à domicile, et donc c'est par exemple détecter les chutes ou les choses comme ça, ou alors surveiller à distance des pathologies chroniques. Je pense notamment à des pathologies métaboliques endocriniennes comme le diabète, des choses comme ça. Et donc quelque part, ce télémonitoring, si nous on essaye de le transposer chez nous, c'est un peu la télésurveillance avec la surveillance à distance. Alors je pense que c'est ce que certains vétérinaires font déjà un peu au quotidien en surveillant de temps à autre les données de production, les taux dans le lait, etc. Mais je pense que tous les algorithmes, en tout cas toutes les méthodologies d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont utilisées en big data, ça peut aider. De la même manière, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés en surveillance syndromique chez les animaux d'élevage qui peuvent servir à l'inverse, au calibrage ou en tout cas à l'éclairage chez la surveillance pour l'homme. Voilà. Et ensuite, je pense que c'est beaucoup des travaux basés sur l'analyse d'images qui pourront bénéficier. Alors là, je pense que je sais pas si c'est en termes de calendrier, si c'est concomitant, si c'est la médecine humaine avant la médecine animale, etc. Mais en tout cas, en ce moment, beaucoup des travaux portent beaucoup là-dessus, sur l'apport de l'analyse d'images, que ce soit pour détecter finement des comportements chez les individus, les hommes ou les animaux. Ça, c'est la première chose. Avoir de la reconnaissance faciale aussi.
et ça ouvre d'ailleurs la reconnaissance à de la douleur, par exemple, en continu, avec des grilles de douleur faciale. Et puis également des aspects d'intelligence artificielle sur de la captation d'images qui permettent j'allais dire si ce n'est de systématiser, du moins d'informatiser et d'automatiser, voilà, je cherchais le mot, l'enregistrement des traitements qui sont mis en œuvre. Par une simple reconnaissance visuelle. La thermographie qui semble être utilisée en ce moment pour détecter les gens au portique des hyperthermiques, il y a des applications chez nous. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est utilisé depuis plusieurs années, par exemple dans les feedlots américains, pour décider avoir des règles un peu je sais pas si chez eux c'est de la métaphylaxie ou une antibioprévention supplémentaire, mais en tout cas, oui, il y a des dispositifs de ce type-là qui ont été testés d'ailleurs à titre expérimental, je sais par un de nos anciens résidents, Edouard Timsit, qui avait testé ça notamment avec certaines coopératives du Grand Ouest. On va dire que ça nécessite quand même d'être dans des systèmes de centres de tri où on peut écarter tous les autres biais qui peuvent faire modifier la température, etc. Enfin, ça nécessite vraiment des corridors bien adaptés, une fréquence de passage, etc. Donc c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est pas, j'ai l'impression en Europe en tout cas, ce qui est vraiment mis en avant. Il y a eu des travaux aussi, notamment pour thermographie pour détecter les boiteries chez les bovins, etc. Mais du coup, il y a mammites complètement dans les robots, hein, donc, mais c'est pas forcément les outils ou les options souvent qui emportent le plus d'adhésion. Pour des problèmes un peu technologiques, hein, c'est pas si simple que ça à caler avec toutes les modifications qu'il peut y avoir au quotidien sur la surface corporelle des bovins. D'accord. Donc il nous reste 10 minutes, donc on va peut-être prendre 2-3 questions qui résument un peu tout ce que tu as dit. Il y en a une qui est assez simple. Comment le vétérinaire aujourd'hui, dans sa pratique quotidienne, peut utiliser simplement les outils de monitoring les plus courants, on va dire? Alors là, en fait, quand on me pose la question, j'ai tendance en fait à utiliser ces diapos-là. Je dis que pour moi, il y a un peu trois ou quatre situations, quoi. C'est-à-dire que la première, c'est que finalement, la donnée, quelle qu'elle soit, hein, d'un outil connecté, d'un robot traite, etc., elle peut avoir déclenché la demande de visite par l'éleveur. Donc, parce que quand l'éleveur reçoit une donnée, finalement, il y a trois possibilités. Il y a une alerte, une alerte de conductivité robot, une alerte d'activité rumination. Il prend l'animal, il le regarde, il trouve rien. Parfois, il va pouvoir se dire, je trouve rien, il y a eu une alerte, donc c'était une fausse alerte, donc j'en tiens pas compte. Je pense que dans ces cas-là, si in fine, il finit par nous appeler pour l'animal, je pense qu'il faut, et qu'on voit que l'animal est équipé, soit lui demander d'ouvrir son smartphone pour regarder, ou déjà lui demander si cet animal, il n'avait pas généré des alertes avant que l'éleveur avait considéré comme des fausses alertes, mais c'est intéressant. La deuxième situation, c'est que l'éleveur, face à une alerte, il examine le bovin et qu'il trouve bien une maladie et que souvent, finalement, il se rend compte dans son élevage que telle modification renvoie souvent à telle maladie. Je pense à ça notamment parce que à l'époque où elle existait encore la ferme des 1000 vaches qui était équipée justement du SmartBo, Franck Dufresne, le véto qui s'en occupe, ils étaient confrontés à des gros problèmes de panarie très très agressives et ils me disaient qu'ils avaient réussi justement à essayer à déterminer une espèce de pattern, de profil de modification qui était assez évocateur chez eux à ce moment-là de cette maladie. Et donc, du coup, faut pas hésiter dans ces cas-là, ces modifications, en discutant avec l'éleveur, à les intégrer, j'allais dire, dans les protocoles de soins, pourquoi pas. Et puis, si généralement, l'éleveur, il examine le bovin en alerte, il voit qu'il y a quelque chose, mais il sait pas poser un diagnostic ou il n'ose pas faire le traitement, etc., et qu'il nous appelle, j'allais dire, c'est un signe clinique en plus. Et donc, du coup, dans ces cas-là, s'il nous appelle et que l'animal, il est équipé, comme je le disais, c'est essayer de se servir de sa donnée pour accompagner notre visite, pour avoir non seulement une mesure, non seulement pas de la température rectale quand on arrive, mais par exemple un antécédent de température sur 24, 48, 72 heures, pareil pour la rumination et l'activité. Ensuite, ça peut permettre aussi de préparer la visite. Donc là, c'est ce que je vous ai mis en bas, là, ce que j'appelle la sélection des animaux. Donc ce que je vous ai mis ici, c'est des sorties d'écran qu'on peut avoir avec différents outils. Donc ça va être les outils que vous aurez notamment avec les outils SenseHub de SCR ou ici avec le SmackTech. Ça vous donne un listing finalement, mais tous les outils le font, des animaux qui sont intéressants à regarder. Donc c'est vrai que généralement quand on est par exemple en suivi de reproduction, l'éleveur il a les consignes, il sait quels animaux il faut qu'il attache pour qu'on les visite.
voilà, enfin qu'on les examine plutôt. Et du coup, on pourrait, fort de ça, aller voir et regarder s'il y a des alertes santé pour les rajouter. Et puis la dernière chose, c'est que la donnée peut nous permettre de suivre la visite aussi. Je pense notamment là à tout ce qui est reprise d'activité, reprise de rumination, baisse de température et finalement récupération de l'animal après traitement. Donc voilà, je pense qu'on peut les utiliser à 3 moments, quoi, soit un peu en anticipation, je pense notamment au protocole de soins, pendant la visite comme une information additionnelle, ou à distance après pour évaluer l'efficacité de ce qu'on a fait. Très bien. Allez, on va dire encore 2 questions avant de terminer. Alors, il y a une question sur, à nouveau, la validation de l'usage de ces outils. Oui. Les initiatives de validation de l'usage des outils principaux de monitoring des troubles de la santé sont-elles envisagées dans un cadre international par le CBHM? Alors, à ma connaissance, bon, je suis encore pour quelques mois pas président de cette organisation, donc là, du coup, je peux répondre, je pense, sans trop me tromper. À ma connaissance, non. Je pense que les discussions qu'il y a se font pas forcément dans le cadre de l'ECBHM, mais plutôt de l'ICAR, qui est en charge notamment de définir des standards, de mesures de phénotype en vue d'une sélection génétique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site de l'ICAR, il y a également d'ailleurs un fichier Excel qui recense tous les outils de monitoring qui existent. Je sais qu'il y avait eu notamment des volontés de travaux à une époque, notamment pour essayer d'avoir un standard d'évaluation des algorithmes de détection des mammites par les robots de traite. C'est des travaux qui avaient été menés plutôt sous l'égide de l'ICAR. Alors après, face à l'absence de cadre réglementaire, parce que ce qui avait facilité le travail pour les mammites, c'est qu'en plus de la volonté d'une sélection génétique, c'est que, à ma connaissance, la seule obligation réglementaire qu'on fixe, notamment pour des outils et notamment le robot de traite, c'est justement pour la détection de mammites cliniques, pour des questions de santé publique, en fait, de pas mettre dans le tank du lait de mammites clinique. Ça avait un peu, j'allais dire, obligé ou facilité le fait de travailler un standard là-dessus. Mais pour les autres maladies qui touchent pas au lait qui va dans le tank, et en l'absence de cadre réglementaire, malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'initiative. Il y a des travaux de recherche, sans doute, des consortiums de recherche qui peuvent y travailler, mais il n'y a pas à ma connaissance, de grands mouvements là-dessus en ce moment. Très bien. Une dernière question sur tous ces outils connectés ou pas connectés, mais de monitoring, sont-ils conçus avec des passerelles vers donc les logiciels métiers des éleveurs et des vétérinaires d'ailleurs? Alors, de plus en plus, mais pas encore tout le temps. J'allais dire de plus en plus dans la mesure où pour certains, je pense par exemple aux solutions TimeLive de Medria, etc. Finalement, dans les consortiums qui ont repris cette société, il y a notamment des contrôles laitiers, et donc voilà, notamment avec le logiciel MilkClick. Donc du coup, la passerelle, j'allais dire, elle est un peu automatique dans la mesure où quand c'est le même fabricant ou le même consortium qui à la fois dispose du logiciel métier éleveur et de l'outil, on comprend que la connexion elle est automatique. Voilà. Pour certains d'ailleurs de ces logiciels métiers, il y a aujourd'hui des accords de passer, que ce soit notamment avec la SNGTV, pour avoir des passerelles par vet élevage. C'est possible également que l'éleveur paye un petit forfait supplémentaire par mois pour avoir une grosse partie de ses données informatisées. Dans ces cas-là, il peut transmettre le code, etc. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'interopérabilité, elle est quand même bien meilleure qu'avant. Il reste à faire, mais globalement, elle est quand même en progression. Mais je dirais aujourd'hui, elle est principalement entre les outils connectés et le logiciel métier éleveur. On n'a pas encore forcément toujours le step d'après entre finalement le logiciel éleveur. Présente une multiplicité d'outils éleveurs par rapport aux voisins européens ou même plus lointains. Un plus grand nombre d'outils éleveurs? Moi, je suis pas sûr. Parce que après, je connais pas assez des pays, par exemple, comme les États-Unis, pour savoir s'il y en a. On a du mal à imaginer qu'aux États-Unis, il y en ait que 2. Mais après, en France, je pense que des logiciels métiers éleveurs, quand on en a pris 5 ou 6, je dis pas qu'on les a tous, mais je pense qu'on a quand même une majorité d'éleveurs. Donc je suis pas sûr qu'il y ait forcément une. Après, par contre, ce qu'il y a, sans doute, c'est une multiplicité dans la façon de les utiliser ou pas. Parce que finalement, ça, je pense que c'est un bon exemple. On a tous un smartphone. Je pense que on en utilise probablement que 4 ou 5% des fonctionnalités.
et déjà, ça nous a changé la vie. Et je pense qu'un vrai problème qu'il y a et qui souvent fait dire aux gens, ah oui, mais on peut pas avoir accès aux données, donc ça ferme la discussion, c'est déjà qu'on est souvent, et nous d'ailleurs les premiers, mais les éleveurs aussi, très mal formés et informés sur tout ce que l'outil peut faire. Par exemple, un exemple tout bête, c'est les détecteurs de chaleur. En fait, ils envoient un message à l'éleveur pour leur dire que la vache est en chaleur. Et en fait, après, ça envoie tout un tas d'autres messages, notamment pour que l'éleveur, in fine, confirme ou pas si l'alerte était bonne ou pas, de façon à ce que le système il est en auto-apprentissage et qu'il améliore ses performances. Et ben, ne serait-ce que pour ça, souvent les éleveurs sont pas tellement informés de ça et souvent c'est des messages auxquels ils répondent pas, ce qui fait que ça reste des outils un peu fermés qui on profite pas assez de la possibilité d'auto-apprentissage. Donc je pense que l'interopérabilité c'est important. Mais former les utilisateurs à toutes les potentialités, c'est aussi extrêmement important. D'accord, merci. Alors juste, c'est pas une question, mais c'est une demande de précision. On te demande ce que signifie ICAR. ICAR, alors ICAR, c'est alors ça doit être International, je ne sais plus le C, c'est pour Animal Reproduction, c'est la conférence internationale un peu pour la reproduction des animaux qui détermine des standards, notamment pour l'amélioration génétique. Donc voilà, donc par exemple, si vous allez sur leur site, vous allez trouver un atlas de toutes les lésions podales, par exemple, puisque si on veut aboutir à une sélection génétique sur les maladies des pieds des bovins, on a besoin que tout le monde, tous les pareurs, tous les vétérinaires qui grattent des pieds, enregistrent les lésions de la même manière, et donc vous avez un super atlas iconographique avec des très belles photos, etc., qui vous donne ça. Donc voilà, faut pas hésiter à y aller, et vous allez voir que c'est en tout cas un site qui est extrêmement riche d'informations. Merci. Eh bien, il est 19h, donc on va clore la session. Merci beaucoup, Raphaël, pour les réponses précises à toutes ces questions. Merci à tous les participants qui sont tous restés là jusqu'au bout. Quand vous allez quitter la réunion, vous allez voir une petite enquête de satisfaction de quelques questions qui va s'ouvrir. Donc, si vous voulez bien y répondre, merci par avance. Je vous dis sûrement à une prochaine fois. Et bonne soirée et à très bientôt. Merci encore au professeur Guatteo. Merci à tous et puis à très bientôt. J'espère vous voir et pouvoir boire une bière avec vous tous. Merci. Bonsoir.